Ça marche, merci. Je Voilà. démarre, Emilien, c'est bon? Eh ben, tout est bon pour moi. Je vais simplement voilà, te remercier, Virginie, d'avoir répondu présente à cette sollicitation. Présenter les grandes lignes de ton intervention pour que chacun puisse avoir voilà, l'ordre du jour de cette vision conférence. Donc, tu vas revenir très succinctement sur les généralités de la préparation mentale, ce que c'est tout bêtement, comment on l'entraîne, et pour qui, pour quand, comment, etc. Ensuite, tu vas nous définir ce qu'est une émotion, parce que ça peut être voilà, quelque chose qui est, voilà, qui peut être mal perçu ou mal défini en tout cas. Donc, tu vas t'attarder sur cette définition avant de voilà, nous montrer comment on développe l'intelligence émotionnelle qui permet d'être plus efficace, plus performant à court, moyen et long terme. Donc, pour cela, tu nous démontreras tout simplement comment on identifie ces émotions, comment on les comprend, enfin, quelles conséquences elles peuvent avoir sur les autres et sur soi-même, et puis comment exprimer ces émotions de manière socialement acceptable, et avant de nous démontrer comment gérer ces émotions et celles des autres. Voilà. Donc, à la fois de la théorie, mais aussi des exercices concrets que vous pouvez faire vous-même. Vous pourrez le faire, bon, peut-être pas pendant la visioconférence, mais a posteriori, et puis que vous pouvez faire pratiquer à des plus ou moins jeunes. Voilà, donc merci Virginie, je te laisse la parole, peut-être te présenter très succinctement pour ceux qui ne te connaissent pas, et puis bonne visioconférence à tous et à toutes. Merci, merci Emilien. Donc, me présenter rapidement, moi je suis enseignante-chercheuse en psychologie du sport à l'UFR STAPS à Lyon, intervenante PM au sein de la Fédération de cyclisme depuis maintenant 7 ans et référente de la fédération pour participer à informer, démocratiser, diffuser tout ce qui concerne la préparation mentale. On va enchaîner aujourd'hui le troisième webinaire. Il y en a un la semaine prochaine sur la thématique des parents. Et il y en aura encore d'autres au regard, en tout cas, de vos souhaits sur cette thématique-là, parce que l'enjeu réel à l'heure actuelle au sein de la Fédé est de pouvoir de donner des outils, aider les territoires aussi à mieux identifier les intervenants, aux besoins en tout cas qui peuvent être identifiés. Donc voilà un peu pourquoi il y a cette dynamique ici présente. Donc on va parler, je vais vous partager mon écran. Hop. On va parler de la thématique des émotions. Thématique qui nous touche beaucoup dans le sens où on a tous, tout à chacun, une anecdote, une expérience positive et négative en termes de gestion des émotions, hein, que ce soit pour un examen, pour une compétition. La question des émotions, elle est en effet importante pour nos élites parce qu'ils sont encore plus sujets à des situations euh, extrêmes de stress, du moins plus importantes, où les enjeux, on peut penser qu'ils sont importants. C'est pour ça que j'ai voulu vous présenter un certain nombre de photos qui illustrent les émotions avant une compétition, comment les gérer pendant la course, pendant le brief et le débrief, et après la course. Mais les émotions, c'est aussi pouvoir donner des outils à nos enfants dès le plus jeune âge, faire en sorte qu'ils découvrent en fait déjà des techniques pour identifier, les réguler et pouvoir agir sur ce qu'ils ressentent. Les compétences mentales, les habiletés mentales sont tout aussi importantes dans la vie de tous les jours que dans ma pratique sportive. Donc c'est important en tout cas de pouvoir s'exercer à comprendre ce qu'on ressent. Comme a dit Emilien, en fait, j'aime bien reprendre, mais je ne vais pas y rester longtemps, hein, mais le contexte un peu de l'entraînement mental, hein. L'important, c'est de s'entraîner, en fait. C'est pas parce que j'ai fait une séance, un exercice de préparation mentale que je vais développer de la compétence, hein, au même titre d'ailleurs de la préparation physique, technique et tactique. Ce sont des habiletés que j'entraîne et que je développe dès le plus jeune âge. Donc, il y a des contenus, des exercices adaptés en fonction de l'âge de l'athlète. L'étape suivante, ça serait d'insérer ce type de contenu dans la planification de l'enfant, hein, ou de l'adolescent ou de l'élite en fait, hein. Être capable, comme je planifie mes séances de renforcement musculaire, mes travails à haute intensité, etc., etc., je suis capable de planifier 2 fois 15 minutes de séquence de relaxation pour sur un retour au calme, 2 fois 15 minutes de travail d'imagerie mentale, alors après adapté en fonction de l'âge des enfants.
Donc, la préparation mentale s'appuie sur des disciplines, en fait, qui sont la psycho, la neuro, il y en a d'autres. Hein. Mais voilà, c'est vraiment pour faire comprendre qu'il y a des exercices à mettre en place, à faire découvrir. Et quand je développe de l'expertise et des compétences chez mes athlètes, quel que soit leurs âges, on les accompagne vers l'autonomie. Pour redresser les 4 grands tableaux qui concernent les dimensions de la préparation mentale, on a traité la semaine dernière la question de la motivation. Hein. J'ai essayé de définir ce que c'était, de vous proposer des pistes de travail ou des exercices, en tout cas, sur ce thème-là. On va traiter aujourd'hui principalement, hein, en fait, quand on parle des émotions, c'est la gestion du stress d'avant la compète, pendant l'épreuve et aussi après la compète. On pourrait traiter, on n'en a pas parlé encore, mais c'est vrai que la question de la concentration est fortement reliée aux aspects émotionnels. Quand je suis trop stressée, je suis plus concentrée. Et enfin, la question de la cohésion, du leadership et du travail en équipe. Donc voilà, il y a des méthodes pour développer ces ressources-là, l'entretien individuel, les échanges collectifs, quand je suis amenée à travailler sur les aspects de cohésion. Et observer ces athlètes à l'entraînement, en tout cas, sont des indicateurs qui vont me permettre de rendre compte du niveau d'engagement, du niveau émotionnel des athlètes que j'encadre. Donc, qu'est-ce que c'est une émotion? Et vous le savez sûrement, en tout cas, c'est un état affectif qui renvoie à des sensations agréables ou désagréables qui sont liées à un événement précis, à un objet précis. En tout cas, le début est clairement identifié. L'émotion, elle a la caractéristique de se déclencher très rapidement. Et c'est pour ça qu'on va le voir, que c'est peut-être intéressant d'apprendre à ne pas réagir trop vite à certains moments et de prendre le temps de réfléchir. En tout cas, l'émotion, elle a souvent une durée brève. Elle s'accompagne aussi de changements physiques, physiologiques, en termes en tout cas de langage non verbal, si je suis enthousiaste ou si au contraire je suis en colère, et en termes aussi de tonicité au sein de mes sensations corporelles. L'émotion a une fonction de s'adapter aux situations d'urgence. Hein. Quand je ressens une émotion, je peux en tout cas réagir à ce qui arrive en moi. L'émotion, elle m'aide aussi à me mettre en mouvement, à m'engager. Plus je suis enthousiaste et joyeux ou joyeuse, il y a des chances que ça favorise mon engagement. À l'inverse, plus je suis en colère, plus je suis triste, ça favorise mon désengagement. Et il y a une fonction de communication, et c'est tout l'intérêt de travailler des fois quand on travaille sur un groupe, autour de la question que, voilà, quand je suis aux prises d'une émotion, quelle qu'elle soit, positive ou négative, ça va se ressentir dans la tonalité de ma voix, dans mes expressions faciales, dans ma gestualité. D'ailleurs, les artistes apprennent soit à transmettre de l'émotion, ou les politiques peut-être plus à les gérer, comme les sportifs. Mais en tout cas, elles ont un grand rôle dans les rapports sociaux. Une émotion est donc une énergie qui nous met en mouvement. Et voilà, traditionnellement, les 4 grandes émotions qui sont mises en avant, à la colère, qui nous invite des fois peut-être à repousser l'autre, à repousser des idées, à dénoncer des injustices. La tristesse, qui peut-être nous invite à lâcher prise, à baisser notre énergie. La peur, qui nous invite peut-être à refuser en tout cas l'événement qui arrive ou l'exercice qui est proposé. Et la joie, en tout cas, qui, comme je vous l'ai dit, favorise en tout cas la motivation et l'engagement. Donc, travailler sur les émotions, c'est ces 3 grandes étapes et on va les voir ensemble parce qu'on va assez rapidement voir des exercices. C'est déjà être capable de les identifier. Et ce n'est pas un exercice simple, ça se travaille dès le plus jeune âge. C'est pouvoir, OK, à ce moment-là, tu ressens telle émotion, qu'est-ce qui se passe en toi? Et souvent, on réagit vite. Donc, ta réaction, c'est parce que tu as ressenti telle émotion. Est-ce que tu aurais pu peut-être réagir différemment? Donc, il y a toujours une étape d'identification de ce que je ressens, me rendre compte, en fait. Et ça prend des fois un peu du temps. Bah, de les accepter. J'ai droit d'être en colère, parce que je suis en colère que c'est mal. J'ai droit d'être triste après une compétition, ce n'est pas mal. D'accord? J'accepte mes émotions. Et jusqu'à quel point, si je sens qu'une émotion ne me met pas en engagement et quand je suis face à un stress soudain, comment je peux en tout cas avoir des stratégies pour pouvoir les réguler. Et voilà tout l'enjeu en fait. Je suis face à une situation, il se passe un événement précis. Je peux rapidement le prendre, une émotion, alors, au bout de quelques secondes, on la ressent. Qu'est-ce que je fais en fait pour faire face à ce que je ressens? Et du coup, on essaye de développer chez l'athlète ce qu'on appelle des stratégies de coping. To cope, ça veut dire faire face en anglais, faire face au stress.
Et du coup, c'est qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour réguler ces émotions et quelles conséquences ça peut avoir. Donc, le premier exercice qui est assez traditionnel, c'est la question de, de l'exercice de la boussole des émotions de James Russell, hein. L'objectif, il est assez simple. Et l'enjeu, surtout, c'est voilà, d'accentuer la lucidité envers mes émotions et mon ressenti. Donc, c'est un schéma coloré, hein. C'est quelles sont les émotions que vous ressentez le plus souvent dans tel contexte. Entourez-les, d'accord? Qu'est-ce qui vous est caractéristique à l'entraînement, quand vous allez au travail, en famille, le soir? Que pensent aussi les personnes de votre entourage? Parce qu'il peut y des fois avoir un décalage entre ma représentation et ce que perçoivent les autres. C'est aussi des fois intéressant de demander à votre partenaire, votre conjoint, un ami, une amie, un parent de dire bah, dans tel contexte, par exemple, avant une compétition, tu me situes vers quelle émotion? Et de pouvoir en discuter. Est-ce que c'est similaire ou est-ce que c'est vraiment en décalage? Et être capable du coup de reporter régulièrement les émotions ressenties autour de la journée. Des fois, peut-être que quand on est fatigué, on ressent peut-être des émotions davantage négatives. Donc, je peux aussi du coup identifier que dans des situations où je suis fatiguée, je peux être plus sensible et du coup plus facilement ressentir des émotions de fatigue et de morosité ou d'ennui. Donc voilà, c'est tout ce travail de pouvoir, en tout cas, mettre en lumière ce que je ressens. C'est la première étape. Un autre exercice qui est, euh, qui est proposé, ouais, je n'arrive pas à changer. C'est un exercice sur, évidemment, mon humeur est un indicateur, en tout cas, de ce que je ressens et de mes émotions. Et voilà un autre exercice qui permet de rendre compte, en fait, de mes humeurs et de mes émotions au courant de la journée. À chacune des horaires, il peut être intéressant, en fait, de noter sur la ligne quelle est mon humeur, quelle était mon humeur ce matin, lors de la réunion, par exemple, quelle était mon humeur à midi lorsque j'ai partagé le repas avec un collègue du travail ou mon entraîneur, et quelle était mon humeur pendant l'entraînement et après l'entraînement. Donc voilà, ce sont des outils qui me permettent en tout cas de peut-être me rendre compte que ben, si à chaque fois que je vais à l'entraînement, je suis une bonne humeur ou une mauvaise humeur, que quand j'ai une séance peut-être de relaxation avant l'entraînement, ça me met dans une humeur peut-être différente, et qu'est-ce que je pourrais mettre en place? Alors ça, c'est un tableau qui présente les émotions. J'essaie, moi, quand j'accompagne des sportifs et des sportives, et là, c'est dans le cadre du basket, de clarifier et d'aider l'athlète à ce qu'il soit capable de s'auto-évaluer sur ce qu'il ressent en termes de gestion des émotions avant et pendant la compétition. Par exemple, j'avais demandé à ces jeunes basketteurs de haut niveau, c'est alors auto-évalue-toi sur ta capacité à gérer ton stress avant un match. Est-ce que tu penses que tu es efficace lors des matchs en jeu? Est-ce que tu penses que tu es efficace lors des matchs où il y a des personnes particulières dans le public? La famille, ça peut générer une émotion particulière, la volonté de bien faire, la pression d'un parent qui veut absolument que je réussisse. Et du coup, je peux du coup être facilement surpris et surprise à avoir un niveau d'activation émotionnelle inhabituel que quand mes parents ou des amis sont pas dans les tribunes. Est-ce que je suis efficace lors des matchs? Et vous avez bien compris que l'enjeu, c'est d'être efficace, quelles que soient les personnes dans les tribunes. Est-ce que je suis efficace lorsque c'est des agents, des sélectionneurs dans les tribunes, des entraîneurs nationaux, lors des courses? Est-ce que j'arrive à conserver en tout cas un niveau émotionnel satisfaisant pour être efficace? La deuxième partie, nous, c'était la question qu'on avait à régler dans la partie du basket au travers d'un autre acteur qui est l'arbitrage, qui est l'arbitre, et comment pouvoir en tout cas mieux comprendre ses émotions. Est-ce que lorsque l'arbitre prend une décision qui ne me correspond pas, je m'énerve facilement et qui dit que je m'énerve facilement, j'ai moins de chances d'être concentré sur le moment ici présent. Est-ce que comment ça se passe dès que je fais une erreur? On va en parler, hein, la relation à l'échec. Si je tolère pas l'échec, il y a plus de chances que je m'enlise dans des émotions négatives. Donc voilà, comment je gère en tout cas ces erreurs-là, ces erreurs stratégiques pendant une course. Au lieu de ruminer, est-ce que je peux mettre des choses en place pour pouvoir en tout cas être efficace? Le dernier thématique là qu'on avait, c'est ok, bah, je suis remplaçant et ça arrive. Ça arrive en piste, par exemple, en poursuite par équipe. Ça arrive en Madison s'il y a un remplaçant. Ça arrive a priori assez régulièrement.
Bon, c'est pas parce que je suis remplaçant ou remplaçante qu'il faut que j'exprime mon émotion négative et mon insatisfaction. Au contraire, l'enjeu est de pouvoir, même en étant remplaçant, apporter de l'énergie positive à son équipe et plutôt que de ruminer, en tout cas, sa non-sélection sur une épreuve. Une émotion particulière, et parmi tant d'autres, c'est la peur, hein, et on a tous peur d'un examen, on peut avoir peur de rencontrer une personne, on peut avoir peur de faire une course, on peut avoir peur de descendre une pente de course qui est difficile techniquement. Et la première chose, pour l'athlète, c'est de s'en rendre compte et de pouvoir en parler et de travailler dessus. En fait, l'identification des émotions, c'est aussi la capacité de pouvoir parler de ses émotions à sa famille, à son staff et à son entraîneur pour pouvoir travailler dessus. On a tous peur, on ne va pas se mentir, on ne va pas avoir un surego. Et donc, c'est pouvoir en tout cas discuter ça dès le plus jeune âge, en fait. Si déjà dès le plus jeune âge, on arrive à discuter avec les jeunes sur des émotions particulières avant une épreuve, ça permettra déjà de lever certains freins. Donc voilà, je peux avoir peur de faire une course, peur de la perdre, évidemment. On a tous envie de gagner une course, hein. Peur finalement du jugement des autres et de leur réaction si je ne suis pas assez efficace pour mon collectif. Je peux avoir peur de me faire réprimander par mon entraîneur ou mes parents, en fait, suite à une contre-performance. Je peux avoir la peur d'être incompris et abandonné, en tout cas dans un collectif. Je peux me sentir peut-être moins performant et nul par rapport aux autres. Donc, faut pas nier en tout cas cette peur. Il faut pouvoir en tout cas la comprendre pour pouvoir en tout cas mettre des choses en place. C'est ce qu'on appelle du coup comment gérer la peur en utilisant son énergie à notre avantage, hein, expliciter sa peur. J'ai peur de quoi quand je fais une course? C'est une réprimande de mes parents, mais peut-être qu'il faut que je discute avec eux de l'enjeu que eux aussi y mettent. On en parlera plus la semaine prochaine, mais dans cette course-là. J'ai peur de perdre, mais on a plus de chances de perdre quand on commence une course que de gagner. Donc peut-être que les objectifs de performance sont pas, comme je vous l'ai dit la semaine dernière sur la motivation il y a 15 jours, c'est pas le meilleur choix. Peut-être qu'avoir des objectifs de progrès, de stratégie sont des éléments qu'on contrôle davantage et qui ça peut lever certaines peurs. Euh, donc voilà, comment en fait on peut arriver à se questionner, à identifier ces peurs, dans quel endroit j'ai peur de me faire mal, je peux avoir peur d'une intensité de travail, quand est-ce qu'elle arrive, comment je la ressens, est-ce elle est vraiment désagréable au point que ça me démobilise pour une performance ou au contraire, est-ce que je peux l'expliquer et en parler. Donc voilà des outils, on en a parlé avec Emilian, il y a des fiches qui vont être diffusées dans l'espace licencié, hein. Autour de ces thématiques de la préparation mentale, il y a un certain nombre d'exercices qu'on a fait en collaboration avec Emilian qui vous seront rapidement diffusés. Ça en est un, en fait, exercice. Et pouvoir vous donner de la méthodologie, en fait, pour travailler sur ces thématiques des habiletés mentales. Quel déclencheur euh, fait naître la peur? Quelles sont mes pensées? Qu'est-ce que je me dis? Quel est le dialogue interne que je réalise? Quelles sont mes réactions? Comment je peux désamorcer en tout cas cette peur-là? Déjà, assez souvent, juste d'en parler, ça a beaucoup d'effets, ça fait 70% du travail. Et quel effet je peux mettre? On va voir sur les stratégies de régulation, qu'est-ce que je peux mettre en place, en tout cas, pour générer des nouvelles pensées que celle de la crainte de faire quelque chose. Alors, allons un peu plus sur une émotion particulière, hein, qui est l'anxiété, hein, qui est une des nombreuses émotions qui peuvent subvenir en réponse à une situation de compétition, parce qu'on va se recentrer un peu plus sur ce qui nous intéresse, c'est la compétition sportive, qui définit en tout cas la littérature, l'anxiété comme un état émotionnel négatif, hein, qui s'accompagne de nervosité, d'inquiétude, d'appréhension, et aussi d'activation corporelle. On va le voir après. L'anxiété, on la ressent à la fois dans la tête, dans nos pensées, puis à la fois dans notre corps. Et après, on va voir aussi comment on peut travailler dessus pour faire en sorte que ce niveau d'activation émotionnelle soit optimal pour pouvoir être efficace. Donc, il est clair que la compétition, une course, génère une anxiété de situation en fait pré-compétitive et représente en tout cas un état négatif si je travaille pas dessus, que je comprends pas dessus, que je subis davantage avant une course.
Avant d'aller un peu plus sur la méthode, on va parler d'abord d'anxiété de trait et d'état. Et ça va vite vous parler. Il y a des gens qui sont plutôt des personnes anxieuses, qui ont tendance à voir rapidement des situations non dangereuses comme menaçantes. Ça fait partie de leur personne, c'est leur histoire, c'est la conséquence de leur développement, de leur enfance, de qui ils sont, de leurs expériences vécues. D'accord? Mais attention, c'est pas parce qu'une personne est anxieuse dans sa personne qu'elle ne pourra pas être performante et être un athlète, une athlète de haut niveau. Ça, c'est faux. Il y a des personnes très anxieuses et qui sont des sportifs et des sportifs de haut niveau. Et ce qu'on appelle état en fait d'anxiété, ben, ça varie en fonction de la situation. Donc on peut être une personne qui n'a pas une caractéristique à être anxieuse, mais en face à un événement qui est la compétition, en tout cas, cette anxiété d'état qui est liée à l'événement qui va arriver. Et c'est là-dessus qu'on va davantage travailler que l'anxiété de trait. Donc voilà. Quels sont en fait les antécédents qui peuvent générer de l'anxiété? Et vous allez voir que juste de parler déjà de ces peurs, ça va permettre de lever des freins avec les jeunes athlètes que vous encadrez. On a tous peur de l'échec, d'accord? Pouvoir parler de la crainte de rater une course, c'est déjà questionner l'enjeu qu'on y met et on doit tout un chacun accepter de rater et de perdre. Et donc, c'est tout un discours pédagogique qu'on peut avoir en tant que parent et en tant qu'entraîneur, entraîneuse sur cette question-là. On a tous peur de rater un examen, on a tous peur de rater le permis de conduire. Cette peur de l'échec, elle est présente, il faut la questionner. Et quand j'aborde la compétition, qu'est-ce que je peux mettre en place? On a souvent peur, on est dans une société de jugement, hein, je ne vais pas vous faire un... Je vous apprends rien. On a souvent peur du jugement social négatif, de ce que pensent les autres, en fait, de l'évaluation des autres et en particulier d'une évaluation négative suite à une course, suite à une performance. C'est vrai que assez facilement, dès qu'il y a une performance, tout le monde se permet en tout cas de dire bah, ça c'était bien, ça c'était bénévole, licencié, entraîneur, parents de parents, amis de parents se permettent en tout cas assez vite d'évaluer en tout cas la performance des jeunes. On en parlera un peu plus la semaine prochaine en détail et comment on peut faire en sorte que en tout cas cette peur de jugement social négatif, elle s'écarte. On peut avoir peur de se faire mal en termes d'effort ou en termes de blessures, hein. L'ambiguïté de la situation, c'est souvent peut-être davantage plus dans les sports co ou même dans le sport, dans le cyclisme, hein. Est-ce que je vais être remplaçant ou pas remplaçante? Quel poste de jeu? Quel rôle? Et quand c'est ambigu, en fait, ça génère de l'anxiété. Quand je ne sais pas ce que l'entraîneur ou l'entraîneuse attend de moi, quand je ne sais pas ce que l'équipe attend de moi, ça génère de l'anxiété. Après, on va le voir que la mise en place de routines, l'échauffement est un outil en tout cas pour être efficace sur la compétition. Et dès qu'il y a une routine qui est perturbée, ça peut davantage générer de l'anxiété. Donc moi, souvent, avec les athlètes, on met en place des routines, des pré-routines en tout cas de compétition, d'échauffement. Mais si elle est perturbée, c'est-à-dire que si il est raccourci l'échauffement ou s'il est rallongé ou s'il se passe quelque chose, comment finalement j'essaie de faire en sorte que ce ne soit pas une panique extrême. Bon, il y a d'autres choses qui jouent sur l'anxiété, vous le savez, hein, on l'a souvent vu, hein, il y a les variables de la personne, de la personnalité, des gens qui ont une anxiété chronique, hein, des personnes anxieuses, la motivation que j'ai dans mon projet, est-ce que c'est progresser ou faire que de la perf? Et quand je suis quelqu'un de perfectionniste, c'est bien d'être perfectionniste. Il y a le perfectionniste adaptatif, ce qui fait que j'arrive à programmer, à mettre des choses en place. Mais il y a aussi le perfectionnisme mal adaptatif, c'est quand ça devient à l'extrême que si je n'ai pas préparé, pas anticipé, ça a des effets en tout cas amplificateurs de l'anxiété. Bon, les deux principaux en tout cas qui ressortent, c'est la peur de l'échec et la peur du jugement social négatif. Donc expliquez à vos enfants que vous n'y mettez pas d'enjeu sur cette course-là, que même s'ils ratent ou s'ils sont 50e, c'est pas l'essentiel, c'est peut-être de comprendre la performance qui est réalisée. Et on a le droit de se tromper, on a le droit de faire des erreurs. Alors, on va aller encore un peu plus dans le vif du sujet. Il y a ce qu'on appelle l'anxiété somatique et l'anxiété cognitive. On va commencer par l'anxiété somatique. On la ressent régulièrement, hein. C'est tout le stress qui a des effets sur mon corps. C'est assez simple. Quand je suis stressée, j'ai une accélération de la respiration, du rythme respiratoire. J'ai une accélération des battements cardiaques. J'ai la contraction de mes muscles, des mains moites, le souffle court, l'envie d'aller... qui n'a pas, avant une compétition, n'est pas allé 10 fois aux toilettes. Donc voilà, c'est tous les indicateurs physiques, physiologiques de mon anxiété.
Et on va le voir après qu'il y a des stratégies en fait qui ciblent l'anxiété somatique et d'autres qui ciblent l'anxiété cognitive. Bon, les deux de façon collaborent et coopèrent, ils sont souvent coprésentes. L'anxiété cognitive, c'est tout ce qui se passe dans ma tête, l'enjeu que je mets à la course. Si je pense tout le temps à la stratégie, c'est toutes les idées négatives, toutes les pensées. Hein, si je ne dis pas de bêtises, on a 6000 pensées par jour. Hein, et on en a tout le temps, en fait, avant une course. On va voir que gérer ces pensées peut nous aider, en tout cas, à gérer notre niveau d'anxiété. Et c'est tout ce qui se passe dans ma tête. Est-ce que je vais y arriver? Est-ce que je vais être premier? Finalement, je me sens pas bien, j'ai pas de bonnes sensations. Ça va être, je suis en train de me faire doubler. Comment je peux gérer ce temps faible? Voilà, c'est tout ce discours intérieur qui existe, qui permet en tout cas de pouvoir, euh, de pouvoir être, d'en prendre conscience et de pouvoir agir dessus. Il y a des sports, en effet, que l'anxiété cognitive, elle a peut-être plus d'importance. Et je pense à des sports comme le tir à l'arc, où vraiment il faut être capable de bien gérer une ou un autre type d'anxiété. Quoi qu'il en soit, anxiété cognitive et somatique, ça génère une modification du tonus musculaire. On va le voir, il faut quand même avoir un certain niveau d'anxiété avant de stress avant une compétition. Mais pas à l'extrême, pas au point finalement que ça nous coûte de l'énergie et que déjà dès l'échauffement, on est cramé. Ça, c'est un graphe qui est plutôt intéressant, qui nous permet de voir en tout cas, avant une compétition, comment l'anxiété elle évolue. Donc c'est vrai qu'une semaine avant une compétition, on peut penser à la compétition, à l'enjeu, à ce qu'on va mettre en place. Et du coup, c'est pour ça que l'anxiété cognitive est plus importante que l'anxiété somatique. Quand c'est en amont de la compétition, pour l'instant, le corps, il ressent pas grand-chose. Puis après, plus la compétition avance, et plus finalement l'anxiété cognitive et les somatiques vont se rejoindre au départ. Et après, une fois que je suis partie dans la compétition, normalement, tout ce qui est ressenti somatique et corporel, comme je suis dans la tâche, il y a de fortes chances que ces indicateurs somatiques, le rythme respiratoire, la fréquence cardiaque, etc., sont déjà en activité et du coup, en fait, servent en tout cas à répondre à l'exercice et à la compétition et non plus pour faire face au stress. Par contre, l'anxiété cognitive, elle est là et des fois, c'est difficile. Hein. La gestion des temps faibles, ce que j'appelle les temps faibles, c'est les moments, par exemple, au basket où l'équipe adverse va marquer plein de paniers et que j'ai du mal finalement à rester concentré, que je me dis, tiens, encore une fois, je me suis fait avoir, je me suis fait passer. C'est les moments où, dans une course, j'ai un coup de mou et je commence à me faire doubler et que j'ai besoin de me réalimenter et de me reconcentrer. C'est les moments, ça peut être en poursuite par l'équipe où je sors du plan et je reste concentré en fait même si je sors du plan de relais, comment je peux rester concentré, même si j'ai les jambes qui me brûlent et qu'il faut qu'on continue à gérer ce temps. Donc voilà un peu sur l'évolution de l'anxiété somatique et cognitive. Voilà, ces anxiétés-là, en tout cas, se manifestent différemment au fur et à mesure qu'on se rapproche du début de la compétition. On va aller un peu plus sur l'étape 2 et l'étape 3 et on va parler un peu des techniques du coup. Parce que maintenant, une fois qu'on a bien identifié ce qu'on ressent en fonction du contexte avant, pendant la course, après la course, l'enjeu est de pouvoir accepter ce qu'on ressent. Je suis hyper stressée avant une course, ben, je l'accepte et j'essaye par contre de mettre des choses en place et de pouvoir en tout cas agir dessus. Du coup, pour revenir sur la courbe du stress et de l'anxiété, vous l'avez bien compris, je ne peux pas être dans un niveau d'activité tout mou, toute molle, inactif et inactif. C'est pour ça que souvent on dit qu'il y a un bon stress, un bon niveau d'activation émotionnelle. Je préfère peut-être utiliser cette formulation. L'échauffement me permet de me mettre dans un niveau d'activation physique et émotionnelle. Le fait de ventiler, de souffler, d'avoir des routines, en tout cas, me permet d'avoir un niveau optimal. C'est trouver son stress optimum. Et à l'inverse, si je suis trop stressée, ben, je vais aller assez facilement vers l'épuisement. Et si je suis régulièrement trop stressée, ressentir de la colère et peut-être aller sur de la surcharge, le surentraînement ou du burn-out. Donc maintenant, comment arriver à trouver cet équilibre, cette zone optimale de fonctionnement? Les stratégies pour faire face au stress, il y en a un certain nombre, mais il y en a déjà que vous mettez en place sans forcément en prendre conscience et sans jamais les avoir travaillées. Les stratégies pour faire face aux émotions, ce qu'on appelle les stratégies de coping, hein, c'est l'ensemble des efforts cognitifs en termes de pensée et en termes de comportement que j'essaye déjà de mettre en place pour gérer cette situation stressante. Donc, vous mettez déjà des choses en place. Je reprends l'exemple du basket. Je suis dans un temps faible, l'équipe adverse va marquer 6 points d'un coup. Là, on a l'avantage que l'entraîneur peut prendre des temps morts et du coup, on se réunit et on se redonne les informations et les consignes au lieu de se plaindre, au lieu de se mettre en colère, au lieu de faire la gueule. Il y a des stratégies à mettre en place.
Se rappeler les objectifs sont une stratégie qui me permet de me reconcentrer. Ok, je suis en train de me faire doubler, je suis pas bien. Allez, mon objectif, c'est pouvoir avancer sur la côte, c'est de pouvoir me concentrer sur ma fréquence de pédalage. Après, ça va être plat, donc je vais pouvoir souffler et récupérer. Et dans la descente, bien repenser en tout cas à mes trajectoires pour rester concentré sur le ici et maintenant et pas être embrumé par des fois mes sensations. C'est toutes les stratégies où je cherche de trouver des solutions qui me permettent en tout cas de pouvoir avancer et de gérer ces émotions-là. Il y a ce qu'on appelle les stratégies orientées vers les émotions, c'est-à-dire tout le dialogue intérieur que je peux avoir. On va voir, dialogue interne positif ou négatif. Accepter la situation. Ok, l'adversaire et ce moment de la course, pendant des minutes, je ne suis pas bien. Donc, je l'accepte. J'essaie de me concentrer sur des éléments que je contrôle. Je me réalimente, je me reconcentre. Et il va y avoir un moment où mon corps il aura rechargé les batteries et je vais pouvoir me remettre en activité. La respiration, des fois, se concentrer sur sa fréquence respiratoire est un outil qui permet une stratégie, en tout cas, de rester concentré. Je ne sais pas si vous le connaissiez, mais John McEnroe, lui, pour gérer ses émotions, il se mettait en colère extrême. Le tennis le permet, parce qu'à chaque fois, il y a un temps d'effort et un temps de rupture. Des fois, se mettre en colère sur le vélo, ce n'est pas tout le temps la bonne énergie. Mais en tout cas, s'énerver, exprimer sa colère peut permettre de se défouler cette émotion ressentie. Il y en a avant les courses, au lieu de penser à l'enjeu et sentir que la pression monte, ils aiment bien parler à d'autres personnes, à rigoler, à se changer les idées. Il y a toutes les stratégies où je peux me distraire ou au contraire m'isoler, mettre dans ma bulle, penser à autre chose. Et après, voilà, oublier ses affaires avant une course sont peut-être des fois un indicateur que je suis tellement stressée que je suis totalement désorganisée. On en vient du coup sur les routines de compétition. L'échauffement, les protocoles d'échauffement permettent de gérer le niveau d'activation cognitif et somatique. Donc c'est pour ça que dans les sports co, il y a un échauffement qui est routinier, qui est paramétré. Il y en a qui ont besoin d'arriver plus tôt pour faire leur propre routine. Mais dans le cyclisme aussi, c'est intéressant de structurer l'échauffement en vue de s'activer corporellement, mais aussi de s'activer, j'ai envie de dire, de façon cognitive. Donc là, il y a un exemple en fait de routine de pré-compétition sur un échauffement qui vont me permettre en tout cas de me centrer sur le ici et maintenant, sur l'action présente. Quel est mon objectif de ma routine? Quelles sont mes pensées clés et qu'est-ce que vous faites? Donc, qu'est-ce que je fais pour m'échauffer? On peut imaginer que le matin, au réveil, en tout cas, j'enchaîne des postures de yoga qui me permettent, en tout cas, de me déverrouiller et déjà de travailler sur ma respiration plutôt que de me réveiller et de me dire, mince, aujourd'hui, c'est la course, il faut que je pense à ça, il faut que je planifie ça, ça, ça et ça. Normalement, si un maximum de choses ont été anticipées, il y a des chances. Ça ne sert à rien de se mettre du brouillard encore sur ce que j'ai à faire. Donc, c'est pour ça que c'est bien de planifier. Tiens, je suis au réveil. Au lieu de me dire, mince, c'est le jour de la compète, je prends du temps pour moi, 10 minutes. Ça me permet de me mettre en activité et déjà travailler sur ma respiration, qui est quand même un outil fort intéressant pour gérer les émotions. Donc voilà, après j'arrive sur site, souvent je fais 10 minutes d'home trainer. C'est l'enjeu, c'est de me réveiller, avoir les premières sensations, me déverrouiller. C'est pas un exemple type que je vous ai présenté, c'est des exemples, c'est des propositions, elles ne sont pas sûrement pas adaptées à vos disciplines. Je peux aussi penser à mettre en place, une fois que j'ai fait tourner mes jambes, des assouplissements pour pouvoir me détendre. Faire des actions corporelles pour me détendre va me permettre en tout cas de relâcher un peu la tension ressentie par rapport à la course. Je fais aussi des fois des intensités qui me permettent aussi, l'enjeu, c'est d'augmenter la fréquence cardiaque, de pouvoir avoir une fréquence cardiaque déjà à l'échauffement que je vais ressentir pendant la compétition, de me préparer. Et enfin, l'entraînement, d'échauffement, qu'est-ce que je fais? Je bois, je me réalimente. Ça me permet de refaire le plein d'énergie. Donc voilà, c'est intéressant des fois de calibrer son échauffement avant compétition. Nous, on a beaucoup travaillé avec Emilian, avec les jeunes juniors et espoirs avant un contre-la-montre. Qu'est-ce que je peux mettre en place et comment finalement je peux mettre en place un protocole pour être prêt, être prête et pouvoir aussi gérer mes émotions et arrêter de penser à la course qui va arriver. Donc, on va rentrer dans cette dernière ligne droite sur les techniques. Il y en a un certain nombre qui nécessitent, comme je vous l'ai déjà dit, de passer par des étapes de découverte. Je ne peux pas être capable de gérer mes émotions si j'ai déjà jamais vécu une séance d'imagerie, si je ne me suis jamais entraînée à l'imagerie. Et en fait, c'est des exercices, c'est des compétences, des techniques qu'il faut pouvoir régulièrement transmettre à ces athlètes. Alors, si je suis entraîneur, entraîneuse et que je n'ai pas les compétences, ben, c'est intéressant de faire appel à des experts préparateurs mentaux
préparatrice mentale sur ces techniques-là. Moi, il y a des techniques que je ne maîtrise pas, il y en a d'autres que je maîtrise. Donc, c'est pour ça que c'est intéressant de trouver des experts qui peuvent partager sur ces techniques-là. Et il y a énormément d'informations maintenant aussi sur les réseaux. Un exemple de technique d'imagerie, c'est comment finalement s'apporter de l'émotion positive après un entraînement, ce qu'on appelle de l'imagerie dynamisante. On pourrait parler des heures de l'imagerie, elle a différentes fonctions. Elle peut être et nous aider à apprendre un nouveau geste technique. Ce sera l'enjeu des fiches qui seront diffusées. L'imagerie peut permettre de développer la confiance en soi. C'est un peu l'objectif de cette imagerie-là. Générer de l'émotion positive, générer de la motivation. L'imagerie permet aussi de combler une inactivité physique quand je suis blessé. Et permet aussi l'imagerie de travailler la stratégie de course. Il y a aussi des fiches qui ont été développées qui sont sur cet objectif-là. J'ai fini un entraînement, en fait. Avant d'aller prendre ma douche et d'aller pouvoir récupérer, c'est important des fois de s'arrêter 15 minutes et de se refaire sa séance et les éléments positifs qui ont été faits lors de cette séance. Donc, par exemple, je viens de finir mon entraînement, je me remémore la situation de l'entraînement qui m'a apporté la plus grande satisfaction. Et c'est important de pouvoir s'arrêter et de faire des zooms, des arrêts sur image. Je visualise cette séquence en intégralité dans ma tête. Je prends le temps, en tout cas, de me la remémorer. Donc là, le choix a été proposé. Donc c'est Émilien qui nous l'a proposé je suis à l'approche d'un sommet d'une longue ascension. J'ai réussi à bien gérer mon effort. Qu'est-ce que j'ai bien fait? Je décide alors d'accélérer et je me mets en danseuse. Mon regard se porte au loin. J'aperçois le sommet. Je laisse une dent, mes muscles se tétanisent, mais je me sens puissante. Mon allure s'accélère considérablement, pardon. Mon camarade d'entraînement perd le contact de ma roue arrière. Je me sens efficace, je me sens fort, je me sens forte dans mon corps, dans mon pédalage. Mes mouvements sont fluides, sans à-coups. Le haut de mon corps est gainé. Mes watts s'envolent. Je me sens puissante, je me sens fort, je me sens habile, compétent. Je tiens cette allure jusqu'au sommet sans fléchir. J'ai validé en tout cas cette capacité à maintenir un effort. Ma respiration est courte, mes jambes brûlent, les sensations sont souvent assez désagréables quand même dans la pratique du cyclisme. Mon cœur tape fort, mais en tout cas, quoi qu'il en soit, j'ai cette sensation de bien-être qui me submerge par rapport à ce que j'ai accompli et validé une fois que j'ai terminé en tout cas cette séquence-là. Des fois, il peut être intéressant, si ça arrive à l'entraînement, de pouvoir, en tout cas, en particulier, si on travaille la descente et qu'on veut s'apporter de l'énergie positive sur ma capacité à bien descendre, c'est intéressant de se filmer et d'alterner à la fois cette séquence qui a été filmée et pouvoir me la revisualiser, me la remémorer. L'imagerie, en fait, c'est se raconter des histoires sur ce que j'ai réalisé et pouvoir, en tout cas, il y a l'idée d'entraînabilité. C'est pas penser une seule fois à cette séquence-là, c'est pouvoir me la répéter. Plus je me la répète, plus il y a des chances qu'elle soit à l'intérieur de moi, que je l'ancre en fait, que ça devienne un ancrage, une référence. Et peut-être pendant que je suis dans une course en difficulté, où j'ai ces mêmes sensations-là, je peux repenser à cette séquence-là et ça peut m'apporter de l'énergie sur un temps faible, sur un moment difficile lors d'une course. Donc voilà, la proposition, c'est de le répéter 5 fois. L'imagerie mentale, évidemment, ça touche des ressources cognitives, l'attention, la pensée, ça prend de l'énergie. Donc, il faut que j'apprenne aussi à souffler, à récupérer, puis me relancer dans cette visualisation et dans cette imagerie motrice, imagerie mentale. Voilà un exemple. L'imagerie mentale, c'est une technique qui se développe, qui prend du temps, qui prend du temps et tout, qui nécessite en tout cas de conscience. Au début, on est néophyte, mais après, on arrive à développer de l'expertise. Il y a d'autres techniques, ce qu'on appelle le dialogue interne positif, le discours intérieur positif. Je vais pas vous apprendre quelque chose d'extraordinaire, que plus je me dis que je suis nulle, plus il y a de chances que je suis nulle et que je me dévalorise et moins j'y arrive. D'accord? Et c'est pouvoir adopter un discours intérieur. On le voit souvent sur les joueurs de tennis, les joueurs de tennis, parce qu'il y a des temps d'arrêt entre les points joués, en fait. Et on voit souvent Nadal se parler, Federer se parler, un certain nombre de sportifs pour se remobiliser. On le voit peut-être un peu moins dans le cyclisme, c'est plus difficile à capter. Voilà, c'est comment finalement je peux avoir un discours qui me remobilise, quitte à utiliser un mot-clé qui est dans telle situation, allez, une image positive qui va me détendre, un mot-clé qui va me dynamiser,
Et déjà, la première étape, je vous l'ai déjà dit, c'est prendre conscience de ce discours délétère négatif à l'intérieur de soi et pouvoir après mettre des choses en place pour le remodifier et anticiper ces séquences-là. Plus je me parle positivement, il y a énormément de travaux sur ce qu'on appelle le self-talk, en fait, en anglais, le dialogue interne positif. Et c'est une technique avérée, en tout cas d'une efficacité qui est montrée scientifiquement depuis un certain nombre d'années. Il y a ce qu'on appelle le switch. En effet, c'est être capable d'identifier ce que je ressens et comme je vous l'ai dit, d'avoir des ancrages, des mots, des gestes. Je vais vous donner un exemple. Il y avait une joueuse américaine. Dès qu'elle faisait une erreur, en fait, soit une des meilleures, une erreur, soit une faute offensive, une mauvaise passe, etc. Elle prenait l'habitude d'aller toucher son ruban, son bandeau autour de la tête, et après, ça lui permettait de vite passer à la situation suivante. C'était une joueuse qui était émotionnellement très impulsive, et ça lui a permis en tout cas quand on regarde les matchs de l'équipe nationale américaine, on voit à chaque fois qu'elle fait une erreur, elle se retouche le bandeau et elle repart. À vous de vous approprier, en tout cas, comment réévaluer des situations un peu, des événements négatifs et de trouver le moyen de ne pas le ruminer, en fait, et de passer à la suite. Il y a une technique qui commence à se démocratiser, qui devient un peu populaire et dont on parle beaucoup, qui est à la mode, ce qu'on appelle la mindfulness, la pleine conscience et aussi encore la méditation. La méditation a une connotation historiquement reliée à la religion bouddhiste. Donc il faut c'était la perception historique, elle existe encore, hein, mais en tout cas c'est une technique qui a été démocratisée dans le monde sportif depuis une vingtaine d'années et qui permet en tout cas d'apprendre à porter attention à sa respiration, à soi, à des éléments, comment dire, soit de l'environnement, soit de la tâche qui vient de se réaliser, et j'apprends à porter attention à, et pas être enrhumé par mes pensées qui me traversent en fait, et de couper ce cerveau automatique où j'ai plein de pensées, où je suis en changement en tennis par exemple. Djokovic le fait très bien, il prend son temps entre les changements de jeu pour en tout cas se réactiver et se remettre dans le moment présent. Là, c'est une escrimeuse qui l'a fait. Comme toute technique, en fait, ça nécessite de pouvoir l'expérimenter et découvrir ce que c'est la pleine conscience. Et vous allez le voir juste après. Il y a plein d'exercices. Moi, je vous propose en particulier les bandes son d'Anthony Mett, mais il y en a un certain nombre. C'est traditionnellement la pleine conscience. Les premières séances ont un travail sur le souffle, après un travail sur un scan corporel, après un travail sur une émotion désagréable, mais que j'essaye en tout cas de faire face. Et c'est souvent des exercices qui sont guidés et qui me permettent en tout cas d'apprendre à contrôler mon attention. Et je ne vais pas vous le cacher, à l'heure actuelle, apprendre à contrôler son attention dans une société et des outils de communication qui nous sursollicitent et qui nous suractivent, c'est un vrai challenge. Une nouvelle technique dont je ne suis pas spécialiste et que j'ai mis un moment à m'y intéresser, mais je ne suis toujours pas spécialiste, donc je ne vais pas vous en dire davantage, si ce n'est que je suis capable de vous dire ce que c'est. C'est l'hypnose et l'auto-hypnose. Évidemment, moi, c'est une petite photo du livre de la jungle. Hein. On voit, j'ai oublié, je ne sais pas si c'est Sherbakan, le serpent, je ne sais plus comment il s'appelle, mais qui hypnotise. J'ai oublié, là c'est la jeune fille, mais je pensais que c'était le jeune homme. En fait, l'hypnose et l'auto-hypnose utilisées dans le monde sportif, c'est surtout pas le spectacle d'hypnose qu'on peut voir, en tout cas à la télé, où il y a quelqu'un qui perd le contrôle de ce qu'il fait et c'est pas l'aspect spectacle en tout cas. Donc c'est important de définir et de dire que c'est pas ça l'hypnose et l'auto-hypnose en termes de stratégie pour gérer ses émotions dans le monde sportif. Alors qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? C'est une technique et je vous invite à faire des recherches. Hein. Il y a énormément de préparateurs mentaux qui se spécialisent à cette technique-là. Donc, il faut avoir affaire à des PM qui se sont formés à cette technique-là pour pouvoir en tout cas être accompagnés là-dessus. Quoi qu'il en soit, l'hypnose ou l'auto-hypnose, c'est un état modifié de conscience. C'est accéder à son inconscient. Alors, c'est un peu particulier parce que
Ça peut paraître impalpable et peut-être effrayant. Mais c'est comment, dans une situation, ce qu'on appelle déjà maintenant l'auto-hypnose, parce que quand on comprend en fait que c'est une technique d'autosuggestion, et avec un cadre, en fait, avec un objectif sur la séance, où je m'auto, avec une situation corporelle aussi, hein, il y a une activation des yeux, il y a une attention particulière à porter, on peut faire les yeux fermés, mais bon, il y a tout un script qui me permet en tout cas de pouvoir atteindre, dans ce qui est proposé, ce qu'on appelle l'inconscient. Et c'est souvent une technique qui a été énormément utilisée dans le monde médical pour perdre du poids, pour se sortir d'une dépendance et qui se démocratise un peu dans le monde sportif, comme la pleine conscience, hein, comme l'imagerie, etc., etc. Et qui, on joue sur un effet d'induction, de balance et d'ouverture des yeux et pouvoir en tout cas travailler dessus. J'irai pas plus loin, hein, j'ai pas ces compétences-là, mais ne soyez pas effrayés et si vous trouvez des personnes qualifiées sur ces questions-là. Il y a un autre outil qui est peut-être assez facilement connu, qui est la relaxation, qui va nous permettre en fait de porter notre attention sur notre état de relâchement. Et c'est souvent des émotions, en tout cas agréables, qu'on ressent quand on travaille la relaxation. Avec les enfants, c'est souvent intéressant de pouvoir inclure ces exercices-là pour commencer à se familiariser. Mais voilà, on peut aussi l'inclure, la relaxation, dans l'échauffement. Ce n'est pas l'endormissement, la relaxation de manière systématique. Donc on peut en tout cas trouver des outils des choses là-dessus. Il y a le yoga, qui est une pratique, en tout cas respiratoire et physique, qui réunit un peu pas mal de choses. La relaxation, je vais me faire gronder par les spécialistes du yoga quand je vais dire ça, parce que c'est un peu peut-être réducteur, mais en tout cas, ça mêle une pratique respiratoire avec des postures physiques et une concentration particulière sur les parties de son corps qui sont intéressantes. Donc la pratique régulière du yoga peut être intéressante. Je voulais vous parler, ça va être assez rapide, il ne me reste pas beaucoup de diapos, il m'en reste 2, sur les émotions ressenties après la performance. On a beaucoup parlé avant, pendant. Et tout ça pour vous dire, c'est ce qu'on appelle les attributions causales dans le monde barbare de la psychologie, mais c'est quand j'ai réussi quelque chose ou quand j'ai échoué, ça génère des émotions. Et c'est pour ça que l'évaluation de ma performance, il convient qu'elle soit la plus juste possible, parce que ça génère des conséquences sur ce que je ressens et du coup sur la suite. Je vais vous donner des exemples. Quand je gagne, en fait, par simple hasard, j'ai gagné par chance, je ressens de la surprise. Quand je gagne, alors que c'était très facile, je ressens une neutralité émotionnelle. Mais par contre, quand je gagne et qu'on valorise ma compétence, je ressens des émotions intenses et positives. Dans une situation d'échec, si je perds par hasard, je ressens un peu j'ai pas eu de chance, j'ai pas eu de bol, une neutralité émotionnelle. Quand je perds vraiment parce que je me sens incompétent, ça a vraiment des grosses conséquences sur un sentiment de honte et un sentiment de baisse de l'estime de soi. Quand je perds parce que je n'ai pas fourni assez d'efforts, on peut ressentir des émotions importantes comme la culpabilité. Pour répondre aux stéréotypes, en tout cas, malheureusement, la manière dont on socialise les jeunes garçons et les jeunes filles font que les filles ont tendance en fait d'attribuer leurs échecs à des choses comme la chance, et du coup, ça a des conséquences sur leurs émotions. On a souvent tendance à attribuer leurs échecs à de l'incompétence, et ça a des conséquences énormément sur leurs émotions et des fois après sur leur implication. Donc voilà, soyons vigilants sur la manière dont on aide son athlète à interpréter sa performance, essayons d'être le plus juste possible, et on gagne rarement par hasard. Donc voilà, valorisons la compétence dans le succès. Et peut-être des fois, disons, de temps en temps qu'on n'a pas eu de bol, quand on rate et du coup on peut passer à la suite. Je vais finir là-dessus. Cette question des émotions, elle renvoie à un concept qui est aussi à la mode, ce qu'on appelle l'intelligence émotionnelle, qui est un mot un peu présomptueux, mais qui renvoie à des compétences qu'il est important d'acquérir en tant que sportif, sportive et entraîneur, entraîneuse. Être capable d'identifier mes émotions, c'est la première étape, en prendre conscience. Les comprendre, tiens, à cette réunion, j'ai été en colère, mais pourquoi j'ai été en colère en réaction quand il ou elle a parlé de ce thème-là? Qu'est-ce qui se passe en moi? Qu'est-ce que ça génère en moi? Peut-être que je n'ai pas fait le deuil de ce projet-là, peut-être que ça m'a affecté pour telle raison. Après, il y a la question du coup de l'expression. Comment j'exprime mes émotions et comment finalement, moi j'essaie beaucoup de jouer sur l'expression d'émotions positives parce que plus je suis une personne enthousiaste, plus j'ai de chances que ça joue, ce soit contagieux et que ça affecte en tout cas les personnes de mon environnement. Si je suis une personne pessimiste et qu'à chaque fois je râle et que je souffle, ça a des chances d'un effet contagieux plutôt négatif. La question de la régulation, être capable du coup d'avoir des outils, de comprendre son stress mais de le réguler.
Et à l'étape supérieure, quand je travaille avec un groupe collectif, c'est être capable des fois de réguler les émotions des autres. Je sais assez souvent une telle, dans telle situation, il va avoir tendance à être au prix de sa colère. Et si j'arrive à l'identifier rapidement et à lui dire non, non, allez, reste concentré sur ce qu'on a à faire, c'est pas grave. On peut utiliser en tout cas la régulation collective des émotions. Donc voilà, c'est en tout cas intéressant de pouvoir se questionner là. Si je suis capable de les identifier déjà chez moi, de les réguler, je vais aussi développer la compétence de pouvoir les identifier chez les autres. J'ai l'impression que tu es en colère, là, pourquoi? Qu'est-ce que ça génère chez toi? J'ai l'impression que tu es enthousiaste et content sur cet exercice, pourquoi en fait? Et pouvoir en tout cas jouer là-dessus. Voilà, j'en ai terminé un peu sur cette présentation de la question des émotions. Je reste à l'écoute de vos questions, si vous souhaitez en poser un certain nombre. Merci, merci Virginie pour cette présentation condensée. Tu as réussi le challenge à présenter les émotions et comment on les gère en moins d'une heure. Donc ça, c'est déjà un beau défi de relever. Donc je vous invite très clairement enfin, voilà, à bien vouloir poser vos questions si vous en avez. Voilà, soit de manière orale, donc vous activez votre micro et vous posez votre question, soit de manière écrite dans le fil de conversation de la réunion. Virginie est là pour y répondre. Il nous reste du temps pour pouvoir le faire, donc n'hésitez pas. Euh, voilà, je vais pas forcément m'étendre plus par rapport à ça. Euh, donc je sais pas s'il y en a qui veulent prendre la parole. Moi, je peux, en attendant que vous réfléchissiez peut-être à des questions, peut-être vous parler des cas typiques qui viennent sur la question des émotions. Hein. C'est pouvoir avoir peur de faire une course, hein, l'anxiété avant une course et qui est facilement perceptible. Hein. Quand vous accompagnez des jeunes, vous pouvez facilement voir ceux qui sont hyper stressés, ceux qui ne le sont pas, ceux peut-être d'ailleurs on a l'impression qui se foutent de la course, mais c'est peut-être une manière pour eux d'appréhender la course. Et ce que vous observez en termes de comportement, c'est de pouvoir en tout cas aussi démystifier le fait que c'est normal d'avoir peur avant une course. Et de pouvoir l'exprimer collectivement en fait. Moi j'aime bien quand je traite un peu sur la gestion des émotions, sur appréhender une course ou une compétition avec un collectif. Souvent, collectivement, je leur dis, mais c'est normal d'avoir peur et partager vos expériences là-dessus. Et des fois, d'entendre les autres partager leurs craintes, parce qu'on sait tous qu'on a peur avant une course. Après, c'est de quoi on a peur et pourquoi et comment on peut générer des choses. Ça permet un peu de lever des freins. Moi j'aurais une question, Virginie, peut-être pour voilà, une question qui peut être aussi récurrente, c'est quelle est la différence réelle entre l'anxiété et le stress au final? Alors, je pourrais te faire une réponse un peu de la différence qu'il y a dans le champ de la recherche de la psychologie du sport, parce que du coup, hier, j'ai appelé un collègue qui est spécialiste de cette question-là, et en fait, dans le langage commun, on dit anxiété et stress comme synonyme. Donc, c'est pour ça que mais c'est pas, et quoi qu'il en soit, en fait, l'anxiété et le stress, il faut qu'on fasse en sorte qu'on soit dans une zone optimale de fonctionnement. Il faut qu'il y ait un niveau minimum d'activation du corps. Et que souvent le stress est peut-être perçu un peu plus. C'est la réaction à la situation et l'anxiété, c'est ce que ça peut générer par la suite en fait. Donc voilà. Mais quand je parle d'anxiété en fait avec les athlètes, pas le langage qu'ils ont l'habitude d'avoir. Donc je parle beaucoup de stress en fait avec eux. Euh, parce que, parce que l'anxiété, c'est pas le langage commun, à part si je suis stressée avant une course, c'est souvent ça qui vient plutôt que de parler d'anxiété cognitive et d'anxiété somatique. Je leur explique en tout cas ce que je vous ai présenté, moi je leur explique je leur explique qu'on est tous pris par plein de pensées. En gros, typiquement, hein, quand j'interviewe un athlète, c'est qu'est-ce que tu fais avant une course, qu'est-ce que tu mets en place, à quoi tu penses, qu'est-ce que ça génère chez toi. Et, euh, et il y a plein d'outils diagnostiques qui permettent déjà de parler là-dessus et partir déjà de l'auto-évaluation de l'athlète. Moi, je le fais même avec des petits jeunes de 8 ans, hein,
comment tu te sens avant, assez basiquement, c'est à vous de vous créer des outils avant un match, avant une course, et le moyen le plus puissant, en fait, c'est de pouvoir en parler et de trouver normal qu'on ait peur avant une course, avant un examen. Et, et souvent, d'ailleurs, que j'accompagne des collectifs, il faut en parler de l'enjeu, hein. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas parler de l'enjeu, hein. Quand les 5 filles, le collectif d'Alpiste Endurance, se sont qualifiées pour les Jeux à Berlin, au championnat du monde, on en a parlé de l'enjeu, hein. Il était énorme. Il fallait se placer devant les Belges pour pouvoir se qualifier. Donc, évidemment, et je pouvais ne pas pas qualifier l'équipe pour les Jeux. Donc, on en a beaucoup parlé de l'enjeu et de l'anxiété que ça pouvait générer. Et après, on a dit, bah, qu'est-ce qu'on va mettre en place? Qu'est-ce qu'on peut mettre en place? De toute façon, il ne fallait pas non plus qu'on change nos habitudes, hein. Donc, est-ce qu'il y avait besoin de changer nos habitudes et de routine avant la compétition? Mais de pouvoir parler de la peur, en fait, de ne pas qualifier pour les Jeux était un levier, en tout cas. Et ça pouvait arriver, en fait. On aurait pu se planter, elles auraient pu se planter, quoi. Donc, il ne fallait pas se mentir, il ne fallait pas absolument que. Si, il fallait se qualifier, mais ça peut arriver, hein, de se rater, quoi. Donc après, des fois, voilà, dans le basket, quand on enchaîne des matchs ou des courses, ben, je peux me rater, c'est pas grave. Il ne faut pas ruminer et ressentir que d'émotions négatives, mais être capable de se remobiliser, quoi. Donc il faut en parler de l'enjeu de la course. Moi, pour vous partager l'anecdote, mon fils, c'est la première fois je vous l'ai sûrement raconté, mais qu'il a fait un tournoi de basket. Et il m'a dit, mais c'était hyper stressant d'avoir tous ces gens qui me regardent. Il n'a pas utilisé ces mots, hein. Mais ça faisait bizarre d'avoir plein de gens qui me regardent et j'avais le cœur qui allait vite, en fait. Donc, moi, je ne m'étais pas posé la question vraiment qu'il était peut-être impressionné par les gens qui le regardaient autour dans le gymnase. Hmm. Donc voilà, et parler de ses émotions, je pense que quand vous avez aussi des enfants, hein, on a tous des enfants et des situations qui nous énervent. Donc c'est une thématique en tout cas qui est passionnante. Je ne sais pas si vous avez des mains levées, des questions à partager, peut-être remettre vos micros. Marie, oui. Alors, Remettre votre son, Marie. Mettez votre son, Marie, parce que je ne vous entends pas. attends, je vais voir si je peux. Activer. Oui, excusez-moi, je n'avais pas activé mon micro, je crois que ça va mieux. Oui, c'est bon. Pardonnez-moi. Alors, Marie-Pierre Vialet, je suis élue au niveau du comité régional de cyclisme de la Guadeloupe. Et je vous félicite, parce que c'est très, très intéressant tout ce que vous venez de nous dire. Mais ce dont j'ai besoin également, c'est peut-être un petit peu d'approfondir tout ça et de le voir un petit peu à plat. Est-ce que vous auriez des références de livres ou d'audio à nous donner pour qu'on puisse un petit peu approfondir tout ce que vous nous dites et qui est très, très intéressant? Avec plaisir, je vous partagerai, pardon, des références et des sources avec plein d'exercices, hein. Moi, j'aime bien le livre, je vais vous le partager, d'Anthony Mette, M-E-T-E, qui travaille beaucoup sur cette question de la pleine conscience et des émotions. C'est un livre il y a plein d'exercices. Je vous le tape à l'écrit, là, Anthony Mette, mais je vous le partagerai. Et il a écrit 2 livres qui sont plutôt intéressants. Et après, au-delà de ça, je vous partagerai un peu des fiches, des exercices on pourra partager d'ailleurs, Émilion, les fiches qui ont été réalisées et d'autres sources. Il n'y a pas de problème, avec plaisir. Merci infiniment et puis bravo pour le travail que vous faites, entre autres. Merci, Marie. Merci. Alors, est-ce que vous auriez d'autres questions? N'hésitez pas, soit comme Marie, voilà, intervenir de manière orale, sinon de manière écrite. Peut-être, Virginie, voilà, en attendant qu'il y ait peut-être une question, sinon on conclura. Anxiété trait, est-ce qu'il y a des techniques qui développent plus enfin, qui régulent mieux un type d'anxiété que l'autre? Tu parles de l'anxiété de trait ou d'état quand tu as une personne très anxieuse? Oui, voilà, c'est ça. C'est sûr que les personnes très anxieuses, c'est c'est intéressant qu'elles apprennent à se détendre, en fait. Et du coup, qu'elles vivent de la relaxation et qu'elles puissent mettre en place des techniques qui agissent sur leurs sensations corporelles. Donc, je pense principalement à de la relaxation, à la détente, à du yoga.
Et donc, c'est pour ça que traditionnellement, c'est des techniques qui sont utilisées avec une balance un peu de bien-être et thérapeutique, en tout cas, pour pouvoir avancer là-dessus. Que j'ai répondu à ta question, Emilien. Oui, 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 non, mais c'était bien ça. C'était ça. Après, moi, j'aimerais déconstruire un truc, hein. J'ai croisé un truc, une information. J'ai croisé beaucoup d'athlètes de niveau, hein. J'en ai croisé des très anxieux, des très anxieuses, et des peu anxieux, anxieux en termes de traits. Et je ne peux pas vous dire à l'heure actuelle, et la littérature ne peut pas nous le dire, on peut être une personne très anxieuse et être performante et gérer très bien ses émotions avant une compétition. Il n'y a pas de. C'est pas un frein si j'ai une personne très anxieuse. Donc voilà, ça j'aimerais le déconstruire un peu parce que des fois on se dit, bah ouais, oh là là, elle est tellement stressée, cette personne, elle n'arrivera pas à atteindre telle ou telle performance. Mais des fois c'est bluffant en fait, comme des personnes très anxieuses, très perfectionnistes, ils arrivent quand c'est la compétition à se sublimer et à dépasser finalement cette caractéristique de leur personne, quoi. Ouais. Et après, peut-être. Vas-y, pardon. Simplement par rapport à ce que tu nous as montré tout à l'heure, la zone optimale de fonctionnement, là, du stress, elle est propre à chacun, en fait. C'est pas la même en fonction de chaque athlète. Donc, c'est vrai qu'il faut faire attention à ça et pas vouloir, comme on peut le faire à l'entraînement, dans l'entraînement physique, vouloir recopier un modèle sur chacun, quoi. Il faut vraiment penser à adapter à chaque individu, en fait. Carrément. Et puis, il y a un autre thème qu'on n'a pas abordé, mais qui est relié à cette question des émotions, c'est la question de la confiance en soi. Moi, quand les athlètes ils me disent, ah ouais, j'ai pas confiance en moi, on dit qu'on n'a pas confiance en moi, que j'ai pas confiance en moi, faut déconstruire ça. La confiance, ça se construit comment et pourquoi? On pourrait faire un webinaire sur la confiance en soi. On en a parlé un peu avec Emilien avant, mais mieux je sais comprendre, identifier, gérer mes émotions, et évidemment, plus je vais avoir confiance en moi, en fait. Mon niveau d'activation émotionnelle est un antécédent de ma confiance. Comme, comme ma capacité à gagner, à être performant est un antécédent comme ma capacité à avoir un discours interne positif est un antécédent de ma confiance, avoir des discours. Donc voilà, c'est pas une fatalité que j'aime pas quand un athlète me dit j'ai pas confiance en moi, j'aimerais que tu me précises plus. Est-ce que c'est une difficulté à gérer ses émotions, dans quel contexte, et puis on y travaille dessus. Mais les deux sont un peu liés aussi. Très bien. Eh bien, écoutez, si vous n'avez pas de questions, on va en conclure là-dessus. Merci très sincèrement, Virginie, pour la qualité de ta prestation et puis pour toutes les informations que tu as pu nous donner. Donc, pour ceux qui n'ont pas pu suivre, hein, elle sera disponible sur le site de la Fédé. Je vous envoie, alors, pour ceux qui ont pu suivre justement à cette visioconférence, un petit questionnaire de retour qualité pour que nous, on puisse aussi améliorer le fonctionnement de ces visioconférences. Donc, n'hésitez pas à y répondre et de manière la plus constructive possible, s'il vous plaît. Et puis, on vous donne rendez-vous la semaine prochaine à la même heure, même jour, même heure, pour la thématique du rôle des parents, qui est très important, tout comme les autres thématiques, hein, mais voilà. Donc, merci à tous, merci Virginie, et bonne soirée. Puis Virginie, je te laisse conclure si tu souhaites. Ouais. Oui, merci à vous, hein. C'est toujours un plaisir en tout cas d'avoir l'opportunité de partager un peu sur ces thématiques-là. Soyez force de proposition, en tout cas, si ça vous intéresse qu'on continue, hein. On terminera avant l'été sur les parents. Mais si vous voulez après qu'on continue à travailler là-dessus, et je vous partagerai en effet de la biblio et aller rapidement vers des exos accessibles pour pouvoir assez rapidement que vous puissiez l'offrir à vos jeunes, en fait. Le challenge, il est là. Mettez des choses en place sur vos jeunes, sur cette question des émotions où nous, les Français, on est un peu pudiques et je ne sais pas si c'est nos origines latines, mais on a du mal à les exprimer et en fait, c'est un moyen d'avancer là-dessus, quoi. Merci à vous, portez-vous Parfait. bien et puis à la semaine prochaine sur les parents. Bonne soirée. Au Merci, au revoir. revoir.